Alors, les études qu'on a présentées aujourd'hui sont des études qui ont été réalisées en 2014 et 2015, c'est-à-dire pendant ce qu'on appelle la flambée épidémique lorsqu'il y a eu un cas d'Ebola à Dakar. Donc, un des aspects qui a pu être investigué au Sénégal, c'est la manière dont la surveillance des contacts a été appliquée. Alors, au Sénégal, on a choisi de suivre les contacts pendant les 21 jours pendant lesquels ils doivent faire l'objet d'une attention pour voir s'ils ont des symptômes. C'est la période pendant laquelle, si jamais ils avaient contracté le virus, pendant 21 jours, le virus peut s'exprimer. Donc il est important que toutes les personnes qui ont été en contact direct ou indirect avec le virus puissent être surveillées pendant ces 21 jours et si elles ont un problème de santé, qu'elles puissent être référées pour être prises en charge correctement. Donc pour cette période-là, au Sénégal, 74 personnes ont été dans ce cas et le ministère de la Santé et la cellule de coordination ont décidé de ne pas opter pour une approche autoritaire en faisant intervenir, par exemple, la police pour les mettre en quarantaine, mais plutôt une approche à la fois qui soit attentive à leurs besoins et qui respecte la notion de suivi empathique. Et on a eu deux situations, des agents de santé qui étaient les seuls à être à risque dans leur famille et qui ont été suivis individuellement chez eux, et la famille et les co-résidents du malade qui ont été suivis dans la concession de la famille, en fait. Donc, ces personnes, de manière générale, il y a une réflexion au niveau international pour savoir quel est le meilleur modèle de suivi de ces personnes contacts qui, à la fois, permettent d'assurer une certaine sécurité, y compris au cas où l'une de ces personnes aurait été contaminée, et en même temps respectent leurs droits et produisent le moins possible d'effets difficiles, d'effets indésirables, et le moins possible d'impact difficile à vivre pour ces personnes. Bien, et qu'est-ce que l'on peut retenir globalement de ces études? Alors en fait, on s'est aperçu, dans notre recherche, on a interrogé toutes les personnes qui avaient reçu le malade. Et on a interrogé toutes les personnes qui ont eu un contact avec ce malade, qui étaient donc soit des personnes qui ont vécu dans le même espace que le malade, ou bien les personnes des deux formations sanitaires. Et donc en les interrogeant de manière approfondie, on a aussi décrit leurs conditions de travail, leur cursus. Et pour les professionnels de santé, on s'est aperçu qu'en fait, ceux qui ont reçu le malade et qui l'ont traité sont en majorité des personnes qui sont soit agents de santé communautaire, soit précaires dans le sens où ils n'ont pas forcément de revenus, ce ne sont pas des fonctionnaires, donc ils n'ont pas forcément de revenus s'ils ne travaillent pas. C'est le cas de l'ensemble de la famille et des co-résidents du malade, puisque c'est une famille assez modeste, donc chez qui, en fait, pour se nourrir, il faut travailler. Et vous voyez les problèmes que ça soulève. On leur demandait de rester chez eux sans travailler pendant 21 jours. Donc qu'ils soient soignants ou qu'ils soient non soignants, cette précarité, définie comme finalement le fait que si on ne va pas travailler, on n'a pas de revenus, et arrêter de travailler pendant 21 jours met en jeu même la possibilité de nourrir sa famille. Cette question-là, elle est centrale dans l'acceptabilité ou la possibilité de mettre en place la surveillance. Donc dans les études, donc on a bien vu que parmi les professionnels de santé, ceux qui sont fonctionnaires sont pris en charge par l'État et continuent à, même s'ils sont arrêtés en arrêt de travail pendant 21 jours, ils continuent à avoir un salaire. Par contre,
de plus en plus dans le système de soins, les professionnels de santé sont sur des contrats qui font que si, pour une raison ou une autre, ils arrêtent de travailler, ils n'ont plus de revenus. Et notre étude attire l'attention sur ce problème-là, avec 2 pistes de réflexion en termes de propositions. D'une part, il faudrait, a priori, que ces personnes soient payées, rétribuées pendant le temps où elles ont été en arrêt lié aux risques professionnels qu'elles ont pris en travaillant pour l'institution. D'autre part, il faudrait que, comme pour la famille du malade, au moment où elles sont mises en arrêt, elles puissent avoir un petit financement, un apport financier pour pouvoir continuer à subvenir aux besoins de la famille.